Segnakov. Spectaculaire marche pour la paix, des millions de personnes ont défilé pour protester contre l'éventualité d'une guerre en Irak. 500 000 en France, autant à Berlin, 3 millions à Rome selon les organisateurs, un raz-de-marée des anti-guerres un peu partout dans le monde. Le camp de la paix aura marqué un point hier à l'ONU. Il semble acquis désormais que les inspecteurs en désarmement auront un peu plus de temps, une concession qui ne signifie pas que les États-Unis font marche arrière. Chassés croisés pour les vacanciers, une journée rouge pour Bison Futé, de gros bouchons vers les stations de ski, mais sous le soleil, côté retour du monde, sans difficulté majeure. Grosse déception pour le 15 de France à Twickenham. Le choc des titans a tourné à l'avantage de l'Angleterre. Le match s'est achevé sur le score de 25-17. Madame, Monsieur, bonsoir. Très impressionnante mobilisation des anti-guerres aux quatre coins de la planète. Je vous le disais en titre, ce sont des millions de militants pacifistes ou de simples citoyens opposés à la guerre en Irak qui ont fait entendre leur voix, commençant par Paris où près de 250 000 personnes sous différentes bannières se sont retrouvées dans un vaste cortège appuyant la position défendue par la France à l'ONU. Reportage Christelle Bertrand, Michael Darmon, Madi Diawara. L'appel a été entendu. Qu'il soit 100 000 selon la préfecture ou plus du double selon les organisateurs, les manifestants parisiens ont clamé et chanté leur refus de la guerre. Oui à la vie, la justice et la paix. Non à la guerre. On est tous ensemble aujourd'hui pour dire non à la guerre, bien au-delà des clivages traditionnels. Je crois que c'est un sursaut de tout notre peuple en faveur d'un autre monde. Le non à la guerre rassemble jusqu'à dessiner un consensus politique déjà observé entre les deux tours des élections présidentielles. Je soutiens la position courageuse de la France. J'espère que cette position va être rejointe par encore d'autres pays sous la pression des opinions publiques et qu'ainsi nous ferons échec à cette guerre. Pour le moment, nous notons qu'il y a une volonté qui est exprimée par la France, mais exprimée aussi par beaucoup d'autres pays, heureusement, pour faire travailler les inspecteurs, renforcer leur mission. Du Parti communiste en passant par les Verts, les socialistes et Jean-Pierre Chevènement, ceux qui s'étaient opposés à la première guerre du Golfe sont là. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de l'invasion du Koweït, alors certains voudraient voir la France franchir une nouvelle étape dans l'opposition à la guerre. Elle doit en tout cas menacer d'utiliser son veto parce que c'est la seule manière de raffermir, je dirais, le front pour la paix. Pour le symbole et la gravité de l'enjeu, l'association des vétérans de la guerre du Golfe est en tête du cortège. Un peu plus loin, on retrouve les habitués de la lutte contre la politique américaine en général et en version originale. L'opinion publique à Paris, en se mobilisant contre la guerre, lance aussi un signal fort à la diplomatie française qu'elle continue à tenir tête aux États-Unis. Ailleurs en province, dans plus de 70 villes, on défilait pour dire non à la guerre, à Toulouse, à Marseille, à Nice, à Bordeaux, à Montpellier ou encore à Nîmes ou à Lyon, où l'archevêque, dans un appel à tous les catholiques, affirme que la guerre est toujours une défaite pour l'humanité. Et puis ce sondage qui indique que plus de 8 Français sur 10, soit une très large majorité, souhaiteraient que la France utilise son droit de veto à l'ONU pour faire obstacle à la guerre si besoin en était. Et la mobilisation va crescendo. En Italie, encore davantage de manifestants, encore davantage de pacifistes. À Rome, 3 millions de personnes selon les organisateurs, formant un interminable cortège dans une ambiance festive, ce qui n'altère pas le sens de cette marche protestataire. À Rome, Isabelle Stess, Enrico Melonari. À voir la foule dans les rues de Rome, on imagine bien que 85% des Italiens, comme l'indiquent les sondages, sont contre la guerre. C'est un cortège de 10 km qui exprime aussi son refus de soutenir Washington, contrairement au chef du gouvernement italien, Silvio Berlusconi. C'est seulement Berlusconi qui soutient Washington, pas que les Italiens. Pas. Il n'y a pas de preuve que M. Saddam Hussein, que je n'aime pas, soit vraiment dangereux. En fidèle allié de George Bush, Silvio Berlusconi a déjà mis à disposition des Américains les bases militaires et voies de communication de l'Italie.
Il est aussi un des signataires européens à avoir soutenu Washington contre Paris et Berlin. On devrait être tous comme l'Allemagne et la France. On devrait attendre. Maintenant, ça serait une chose très importante d'avoir une position commune en Europe, France, Allemagne, Italie, Espagne, et voilà. Entre une opinion publique franchement hostile à la guerre et le Vatican qui œuvre diplomatiquement auprès des Irakiens, le gouvernement de Silvio Berlusconi se retrouve bien embarrassé. Il vient d'ailleurs de modérer son soutien à Washington en annonçant que l'Italie ne participerait pas à une action unilatérale des États-Unis contre l'Irak. En Allemagne, maintenant, rien de comparable depuis les années d'après-guerre. Au moins 500 000 manifestants dans les rues de Berlin. Plusieurs membres du gouvernement participaient à ce rassemblement. Une mobilisation qui reflète là aussi le sentiment de l'opinion publique hostile dans sa majorité à toute intervention militaire. Sur place, Patrice Romden. On ne peut évoquer le pacifisme allemand sans faire référence au passé et sans préciser que ce magma humain, 500 000 personnes, est la fusion de deux cortèges. Le premier partit symboliquement de l'est de Berlin, le second de l'ouest, et précisément de cette église, une ruine restée en l'état depuis 1945. Vous savez, j'habite à Berlin depuis 1 an et demi seulement. Mais cette église, je peux vous dire que je la connais depuis mon enfance. Cette ruine veut évidemment dire quelque chose. Plus jamais la guerre. Il est étroit le chemin qu'empruntent les pacifistes allemands. D'un côté, le refus de la guerre, par principe. De l'autre, la conscience d'une dette envers les Américains. Alors on argumente. Si quelqu'un vous sauve la vie et décide ensuite de faire la guerre, vous n'avez aucune obligation morale de lui emboîter le pas. Ainsi pensent 70% des Allemands, à commencer par le premier d'entre eux, le chancelier Schröder, même s'il avait aujourd'hui conseillé à ses ministres de rester à la maison. Pour l'instant, les pacifistes allemands sont en phase avec Gerhard Schröder, mais ils s'en méfient, car le chancelier leur a déjà fait avaler pas mal de couleuvres, à commencer par l'engagement de l'armée allemande au Kosovo et en Afghanistan. En Grande-Bretagne, la manifestation contre la guerre en Irak a une résonance bien particulière puisque Tony Blair est le plus solide allié des États-Unis. Mais apparemment, son opinion publique ne le suit pas et malgré le froid, c'est une véritable marée humaine qui a traversé le centre de Londres. Une journée sans doute historique. Sur place, Laurent Boussier. Ils espéraient être 500 000, mais c'est en fait plus d'1 million de manifestants qui cet après-midi ont défilé dans les rues de Londres pour la plus grande marche anti-guerre jamais vue au Royaume-Uni. Aux côtés des habituels pacifistes, des familles, des étudiants, des Londoniens dont beaucoup manifestaient pour la première fois. Parmi les marcheurs, beaucoup de musulmans, des vedettes du showbiz et de la politique, beaucoup de membres du parti travailliste de Tony Blair. Je pense que Tony Blair ainsi que son gouvernement vont devoir nous écouter. D'ailleurs, ce sont les membres de son gouvernement qui vont finir par lui dire qu'il va au suicide politique. Je suis allé parler avec Saddam Hussein et ce que j'en retiens n'est pas différent de ce que dit Hans Blix. J'ai beaucoup d'espoir quant à une issue pacifique. Point de rendez-vous Hyde Park et pour tous un objectif, se faire entendre de Tony Blair, considéré comme l'allié le plus fidèle de George Bush sur le dossier irakien. Un Premier ministre britannique qui en congrès ce matin à Glasgow déclarait que les inspecteurs de l'ONU disposeraient de plus de temps et tentait désespérément de justifier sa politique. Ne croyez pas que je cherche à être impopulaire à tout prix. Mais parfois, il faut savoir prendre ses responsabilités et avoir le courage de ses convictions. Lorsque vous verrez les 500 000 personnes dans la rue, pensez aux 500 000 personnes et plus qui ont été tuées sous le régime de Saddam Hussein. Si la guerre avec l'Irak devait finalement avoir lieu, ça n'est évidemment pas ce genre de manifestation qui l'arrêterait. Pourtant, le succès de cette marche aujourd'hui à Londres rend un peu plus délicate la position de Tony Blair, une position de plus en plus assimilée à un suivisme aveugle des Américains. À Bagdad, orchestré par les autorités, des milliers de manifestants formaient de longs cortèges, défilant parfois armes à la main. Davantage une parade pro-Saddam qu'une manifestation spontanée contre la guerre. Reste une population unie autour des slogans anti-américains. Reportage de nos envoyés spéciaux Bertrand Coq et Philippe Jasselin. Saddam Hussein peut se lisser les moustaches. Le président irakien, qui recevait ce matin l'envoyé du pape, a du reste confié son soulagement au cardinal Etchegaray. Son régime était en sursis, mais le compte à rebours s'est grippé.
Un rapport des inspecteurs plutôt favorable à l'Irak, l'Amérique en minorité au Conseil de sécurité et Saddam Hussein peut à nouveau bomber le torse. Par dizaines de milliers, ses partisans ont occupé la rue aujourd'hui à Bagdad. Des militants du parti Baas, des femmes, des hommes en armes, des notables endimanchés, tous convaincus que l'Irak est en train de marquer des points face à l'Amérique. C'est Dieu qui nous donne la victoire sur l'ennemi américain et son arrogance. Aujourd'hui, nous voyons s'éloigner le spectre de la guerre. Ce qui s'est passé hier soir, c'est la preuve que l'Irak respecte ses engagements. Notre peuple a enfin retrouvé sa crédibilité. Aujourd'hui, les Irakiens se sentent un peu moins seuls. Alors que le monde entier manifestait contre la guerre, Saddam se faisait acclamer chez lui. Des Soudanais, des Égyptiens, des Yéménites, des Palestiniens participaient au défilé. Et même quelques pacifistes en goguette, gagnés par l'enthousiasme. Saddam Hussein tente de se faire un bouclier de ce vaste mouvement international anti-guerre. Et s'il n'a pas encore gagné la partie, il a déjà au moins remporté une bataille, celle de l'opinion publique. Image de rupture, celle de Tarek Aziz en Italie, se recueillant sur la tombe de Saint François d'Assise. Le vice-premier ministre irakien, qui est chrétien, a choisi de prier le patron de la paix. Revenons maintenant sur les nombreuses réactions qui ont suivi la présentation du rapport des chefs des inspecteurs de l'ONU. Le camp de la paix a marqué un point. Il semble acquis que les experts en désarmement en Irak auront davantage de temps à leur disposition, comme le demandait la France. Pascal Golomer. C'est sur les trottoirs de New York, à 2 pas des Nations Unies, que les Américains opposés à la guerre se sont donné rendez-vous. Avec au milieu de la foule, un message de soutien à la France. C'est rassurant de voir qu'il y a des pays déterminés à se battre jusqu'au bout pour maintenir la paix. Personne aux Nations Unies n'ira tout de même parler de défaite pour Colin Powell face à la France et aux partisans de la poursuite des inspections. Mais le secrétaire d'État, sans changer d'opinion sur l'Irak, a adapté son langage et à sa sortie du Conseil, il évoquait un délai supplémentaire. Les inspecteurs feront un nouveau rapport devant les ambassadeurs du Conseil de sécurité et non pas devant les ministres le 1er mars prochain. Samedi 1er mars ou plutôt vendredi 28 février, comme l'évoque le Premier ministre britannique Tony Blair aujourd'hui. Dominique de Villepin, lui, proposait hier un autre rendez-vous le 14 mars, mais Colin Powell n'a pas voulu s'engager aussi loin. Les inspecteurs continuent donc leur travail, soutenus par 11 des 15 pays membres du Conseil. Mais les Américains n'ont pas abandonné l'idée de faire voter peut-être dès la semaine prochaine une résolution autorisant explicitement le recours à la force avec un ultimatum adressé à l'Irak. Quelques jours, quelques semaines de répit tout au plus promettent les Américains. C'est le temps qu'ils accordent à l'Irak. C'est aussi le temps qui leur est nécessaire pour déployer l'ensemble de leurs troupes dans la région du Golfe. Enfin, pour souligner l'ampleur de cette mobilisation planétaire contre la guerre, un tour d'horizon de ces différents cortèges qui se sont déroulés d'Europe en Asie, d'Amsterdam à Moscou, en passant par Tokyo. Alain Chalvon. Bush diabolisé, c'était en Russie ce matin. Une manifestation qui sentait bon l'URSS, autant anti-américaine que pacifiste. Le président des États-Unis a été la vedette incontestée et brocardée de cette journée sans précédent de manifestations universelles. Ici Bush version australienne, le voici à la bruxelloise, où 80 000 personnes se sont mobilisées. En Égypte, il était taureau assoiffé de pétrole. On a brûlé le drapeau américain dans cette manifestation essentiellement féminine. Le Caire, à l'unisson avec Tel Aviv, où quelques centaines de personnes ont, en hébreu et en arabe, manifesté contre cette guerre et contre Ariel Sharon. Aux frontières de l'Irak, en Syrie, ce sont plus de 200 000 personnes qui ont défilé, le record du jour sans doute, ramené à la population du pays. Beaucoup de monde aussi en Turquie, autre pays frontalier de l'Irak, allié réticent de l'Amérique. Quelques incidents à Istanbul lorsque les manifestants ont mêlé Irak et Kurdistan. Au Japon, discipline avant tout, mais aussi le sens de l'image. La statue de la liberté devient potence et Bush, un boxeur qui boxe dans le vide. Alors face à cette gigantesque démonstration, comment les États-Unis vont-ils réagir? Hier déjà, on le disait, le camp de la paix à l'ONU s'est imposé. Voyons Étienne Lénart, comment l'opinion publique américaine se comporte dans les sondages et pourra-t-elle influencer la Maison-Blanche?
Oui, il est symptomatique de noter, Béatrice, la différence de ton vraiment radicale entre les presses européennes et la presse américaine ce matin. Des journaux qu'on ne peut pas qualifier de favorables à George Bush, le Washington Post, le New York Times, en presse le président américain, je cite un éditorial, même si d'autres pays se défilent, à ce que le dictateur irakien souffre des conséquences graves qu'il mérite. On reste clairement de ce côté-ci de l'Atlantique dans une logique de guerre. Alors qu'est-ce qui pourrait faire changer d'avis le président américain qui passe le week-end dans sa résidence de Camp David sous une tempête de neige que nous avons ici sur la côte Est? Eh bien probablement et de façon un petit peu cynique, une opposition massive de l'opinion publique américaine qui représenterait un risque pour George Bush, un risque politique dans la perspective de sa réélection dans un an et demi. Très franchement, on n'en est pas encore là, loin de là. Gardons bien à l'esprit que George Bush a toujours dit que si le passage par les Nations Unies ne fonctionnait pas, eh bien les États-Unis iraient tout seuls, qu'ils sont en train de masser 150 000 soldats autour de l'Irak et qu'ils finiraient le travail eux-mêmes. Merci Étienne Lénart et voici pour ce dossier sur la crise irakienne. En France, le chassé-croisé des vacanciers avec une journée classée rouge par bison futé dans le sens des départs. De gros ralentissements vers les stations de sport d'hiver. Au total, plus de 50 km de bouchons et du monde sur les routes dans le sens des retours. Mais à l'heure qu'il est, plus de difficultés majeures. Benoît Gadret, Thierry Meunier. Il fallait un peu de patience aujourd'hui pour accéder aux stations de la Tarentaise. La vallée est un peu comme un entonnoir et les jours de départ, le trafic s'écoule au ralenti. D'où d'inévitables problèmes de surchauffe. C'est un dommage de radiateur et c'est broken. Un radiateur endommagé, à peine de quoi entamer la bonne humeur de ces vacanciers. Il faut dire qu'aujourd'hui, le ciel de Savoie était particulièrement accueillant. On a le soleil pour nous accueillir, c'est formidable. Vous avez hâte de skier? Évidemment, évidemment. On ne peut pas attendre. C'est la première chose qu'on va faire quand on arrive. Même affluence à la gare de Moutier où le balai des TGV a marqué la journée. En quelques heures, ce sont plusieurs milliers de voyageurs qui transitent ici. Le transport est un peu chaotique. Les transits d'une place à l'autre, mais on peut s'y faire facilement. Arrivé en station au terme d'un long voyage et la confirmation d'une bonne nouvelle. Ah bah cette année ça va être formidable je crois. Hein. La neige est là. Hein. La neige est là, contrairement aux vacances de Noël. Les professionnels s'en réjouissent. La fréquentation est à la hausse. Un soleil de plomb en montagne et vous l'avez vu, de la neige en abondance, mais attention à ne pas se lancer dans le ski hors-piste. Il existe une alternative pour skier librement, mais en conscience. Un stage organisé par des guides de haute montagne aux Deux Alpes avec un objectif, rendre les skieurs autonomes et surtout les inciter à réfléchir avant de partir. Virginie Tumortiki, Gilles Perret. C'est souvent l'alarme de la dernière chance. En cas d'avalanche, l'ARVA est l'outil le plus efficace pour retrouver un corps caché sous la neige. Séquence d'entraînement, Thomas tient le récepteur dans sa main et tente de retrouver l'émetteur enfoui un peu plus loin. Ouais, bravo! Il faut qu'on soit autonome et c'est le seul appareil qui nous permet d'être autonome sur des recherches en cas d'avalanche. Savoir manipuler l'ARVA est une première obligation, savoir réagir en cas d'avalanche est la deuxième étape. Le skieur en hors-piste doit maîtriser les règles de prudence fondamentales. Chaque semaine, lors d'une journée de stage, ces guides de haute montagne tentent de leur apprendre le b.a.-ba. C'est très dur de se déplacer sur une avalanche, donc il faut mieux se déplacer latéralement, c'est plus facile, que de remonter comme ça l'avalanche. Hein, vous allez avoir beaucoup de mal, surtout si c'est très poudreux, vous allez vous enfoncer jusque là. Avant de se lancer en dehors des pistes, il faut encore analyser le terrain. Brouillard, verglas et risque d'avalanche de niveau 3, les conditions ne sont pas favorables, impossible de partir sans réfléchir. Si on s'arrête au milieu de la comble et que ça part, et ben tout le groupe se fait recouvrir. Tandis que si on est là-bas sur les rochers en point de sécurité, bon l'avalanche avant qu'elle aille là-bas, il va quand même s'écouler pas mal de temps. Hein. Pas d'interdiction du hors-piste, mais de la prévention. Après la théorie, les skieurs décident eux-mêmes de se lancer sur la neige vierge, mais vu les conditions, il est plus sage de renoncer. On a essayé, on a vu ce que ça pouvait donner dans des conditions pareilles, puis on en a tiré les conclusions qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il valait mieux arrêter. C'était bien, on a appris. Appris que la montagne est toujours la plus forte et qu'il vaut mieux parfois retourner sur les pistes. Heureusement, cet effondrement de terrain dans une cour d'école à Paris a eu lieu en pleine nuit. On imagine les dégâts qu'il aurait provoqués s'il s'était produit en pleine récréation. Un trou béant provoqué par un chantier de la RATP. Laetitia Legendre, Emmanuel Beck.
Hier encore, des enfants du centre aéré s'y amusaient. 1h du matin, un bruit d'explosion et la cour de récréation disparaît dans le sol 15 mètres plus bas. L'affaissement de terrain sur 400 mètres carrés s'est produit au-dessus du chantier du métro Météore. Il n'a fait aucune victime. Ce matin, réunion de crise avec la ville de Paris, la RATP et l'entreprise Bouygues, maître d'œuvre du chantier, pour tenter de trouver des explications. L'incident s'est produit dans une zone où le tunnel est très large. Et le fait que le tunnel soit large, donc plus haut et avec une voûte plus plate, fragilise l'ouvrage. Au retour des vacances, les 900 élèves de cet établissement scolaire du 13e arrondissement vont donc être répartis dans les écoles voisines. Il est clair qu'aucun enfant ne sera accueilli dans l'école aussi longtemps que les expertises n'auront pas donné toutes leurs conclusions et que nous n'aurons pas la garantie que tous les travaux ont été faits pour assurer la sécurité des enfants. Selon les études de la RATP et la préfecture de police, il n'existe aucun risque pour les immeubles voisins dont les fondations seraient consolidées. Cet après-midi, aucun mouvement de terrain n'a été constaté. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de cet affaissement. Politique avec cette photo de l'opinion publique qui concerne la cote de popularité de Jacques Chirac et de Jean-Pierre Raffarin. Tous deux sont à la baisse. Le chef de l'État perd 3 points avec 57% d'opinion favorable. Le Premier ministre en perd 6, recueillant 54% de satisfaits. Sondage IFOP apparaît demain dans le journal du dimanche. Sans surprise à l'Assemblée, le rejet de la motion de censure déposée par la gauche. Le gouvernement a décidé de passer en force. Il tient sa réforme des modes de scrutin, une réforme qui inquiète les petits partis. Arnaud Boutet, Guillaume Villard. François Bayrou applaudi par toute la gauche. Image symbole de ce front du refus. Car dans l'urne, pas de surprise, la motion de censure déposée par le PS est rejetée. Mais pendant quelques minutes, voilà le débat bruyamment relancé. Je vous en prie. Une majorité d'élus locaux. De la réforme des modes de scrutin au 49.3, la cible porte un nom, Jean-Pierre Raffarin. Je voterai cette motion de censure parce que je refuse cette régression démocratique. Vous avez profité de ces temps d'inquiétude pour fomenter une triste manœuvre. Vous avez, Monsieur le Premier ministre, ainsi préféré la mesquinerie à la grandeur. L'UMP condamne l'éparpillement des voix. L'UDF revendique le pluralisme. Deux conceptions s'affrontent. Bon, maintenant ça suffit. Vous n'avez pas été élu pour mettre en place l'État UMP. C'est vrai. Mais nous n'avons pas été élus non plus pour le retour des régimes des partis. Les mains sur la tête. Pour François Bayrou, l'UMP veut tout simplement tuer l'UDF. Mais ce matin, les députés centristes n'ont pas censuré le gouvernement. J'espère que ça ne laissera pas trop de traces. L'objectif consiste à ne pas trop s'isoler. Après la bataille, chacun regagne son camp. Dernière mission pour la fusée Ariane 4 qui a fait ses adieux ce matin. Lancement qui s'est effectué de Kourou en Guyane, sans encombre. Le vol avait été reporté à plusieurs reprises en raison d'une mauvaise météo. Ariane 4, après de bons et loyaux services, a placé sur orbite ce matin un satellite international de télécommunications. Revenons à l'explosion de la navette Columbia avec de nouvelles images ou plutôt de simples informations qui relatent la tension et l'émotion des équipes de la NASA au sol, de très longues secondes pour réaliser que Columbia était en train de se désintégrer. Nicolas Châteauneuf. Columbia, ici Houston, nous avons reçu vos messages sur les pressions de pneus. Nous n'avons pas capté le dernier. Houston, 1er février, le centre de contrôle vient de perdre la communication avec Columbia. Sur ces nouvelles images, on suit seconde par seconde l'angoisse du directeur du vol et de ses collaborateurs. Dans la salle, on essaie de comprendre, plusieurs voyants d'alerte sont allumés, mais il reste de l'espoir. Les deux responsables du vol se regardent, échangent quelques mots. Première tentative pour reprendre le contact. Columbia, Houston, comm check. Pas de réponse. Columbia, Houston, UHF, comm check. Inlassablement, l'ingénieur repose la même question. Une fois, deux fois, trois fois, à chaque fois, le même silence. À ce moment, les responsables du vol ne savent pas encore que Columbia s'est disloqué. C'est cet homme, l'ingénieur de trajectoire, qui annonce l'explosion. D'abord à sa collègue, puis au directeur de vol. À cet instant, celui-ci comprend et sait qu'il n'y a plus rien à faire.
En cette journée de départ ou de retour sur les routes, nouvelle recommandation de prudence. Si toutefois vous avez perdu des points sur votre permis, il existe des stages qui vous permettent d'en récupérer une partie. Au-delà de l'intérêt comptable, il y a aussi la sensibilisation à une conduite plus responsable. Diego Garcia, Frédéric Faure. Quelques excès de vitesse et Lionel a vu son capital de 12 points de permis fondre comme neige au soleil. Aujourd'hui, il lui en reste 2. Alors il s'est décidé à suivre un stage de sensibilisation pour récupérer quelques précieux points. Avec lui, ils sont ici une vingtaine, âgés de 20 à 55 ans. J'ai pris le vent d'arrêt d'urgence que d'autres chauffeurs avaient pris depuis Bellurette. J'ai attendu qu'il y ait la sortie pour le prendre. Et bon, il y avait les CRS juste au carrefour. Donc avec le recul, ça a dû... Pour encadrer le groupe, 2 animateurs, une psychologue et un spécialiste de la sécurité routière. Pour moi, c'est une piqûre de rappel, de reprendre un petit peu ce qu'ils ont appris il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, quand ils ont passé leur permis de conduire, et qu'ils ont oublié volontairement ou involontairement, vu du fait, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on fait un peu tout et n'importe quoi sur la route. Pour éviter cela, ils sont venus volontairement pendant 2 jours. Sensibilisation par la parole et par l'image. Rappel de la réglementation, comportements à risque, tous les thèmes sont abordés. L'occasion pour chacun de réfléchir sur sa conduite. Je trouve que c'est très bien de mettre l'accent sur tous les excès, en fait, que ce soit des excès de vitesse ou l'alcool ou le reste. À aucun moment on nous dit on est coupable, c'est notre faute, bien au contraire, on nous montre, on donne des informations, on nous apprend, et puis c'est à nous de prendre ce qu'on veut, quoi. Ces stages coûtent 245 € et ne peuvent être suivis que tous les 2 ans. Près de 20 000 personnes y ont participé en France en 2001, pour récupérer 4 points bien sûr, et pour repartir peut-être avec de nouveaux repères. L'actualité sportive se résume aujourd'hui à la défaite des Français pour cette première journée du tournoi Destination. Le 15 de France a dû s'incliner, mais sans perdre la face. Une petite victoire pour l'Angleterre, 25-17. Christophe Duchéran, Frédéric Basile. Sans discussion possible, l'Anglais Jonny Wilkinson est un type au point, notamment dans l'exercice du tir. Dans le genre aujourd'hui, il a tout réussi. 5 pénalités, 1 drop, une transformation, 20 points sur 25. Wilkinson, c'est le monsieur plus du 15 de la Rose, alors que chez nous, tout allait de travers. En dépit d'un essai opportuniste inscrit sur compte par Olivier Magne après un quart d'heure de jeu, les Bleus, sans jamais se décourager, n'ont pas été à la noce. À la mi-temps, les Anglais mènent 12-7. Et à la reprise, les Anglais remettent la pression. Essai inscrit par l'arrière Robinson, 19-7, et puis bientôt 25-7, grâce à la botte de Wilkinson. C'est alors que les Bleus, par-dessus le maillot bleu, enfilent le bleu de chauffe. Et là, forcément, ça chauffe. Castagnette, Garbajosa, Poitrenaud, essai. Essai que M. Onis, l'arbitre néo-zélandais, très tatillon cet après-midi, a mis du temps à accorder. Mais comme on dit, Onissois qui mal y pense. En fin de rencontre, la France y met tout son cœur et revient au score grâce à un essai du 3/4 centre Damien Traille. Mais rien n'y fait, 25-17. Les Anglais ont mérité leur succès. Malheureusement, par manque un peu de cohésion et puis d'application parfois, on n'arrivait pas à concrétiser nos actions, mais c'est vrai qu'on est parvenu à les déstabiliser à certains moments. Après match, très fair-play, surtout quand ils gagnent, les Anglais font la haie à des Français qui aujourd'hui ont perdu un match, mais pas leur honneur. Comme quoi, ça aurait pu être pire. Et encore une déception pour les Françaises au championnat du monde de ski de Saint-Moritz. Les slalomeuses ont terminé 7e et 12e de l'épreuve aujourd'hui. À 24 heures de la clôture, nos dernières chances de médaille reposent sur les épaules des slalomeurs. Alors comment se préparent-ils? Nathanaël Dorinxin, Gilles Jacquet. Pour un peu, on les croirait en vacances à Saint-Moritz. Malgré l'absence de médaille, ils gardent le sourire. L'équipe de France de slalom affiche sa décontraction. Cette pression, elle doit être positive, elle doit me permettre de me concentrer encore plus, d'être encore plus performant, d'être encore plus engagé et encore plus centré sur son ski, et c'est ça qui compte. Avec ces 2 médailles olympiques, la France est attendue au tournant. Une bleue, une rouge, les piquets défilent sous l'œil du caméraman de l'équipe. Chez les Français, les entraînements sont tous enregistrés, rien n'est laissé au hasard. Chaque soir, lorsque les slalomeurs raccrochent la combinaison, ils ont droit à une petite séance vidéo, 30 minutes en tête-à-tête avec l'entraîneur pour travailler le planté du bâton. Tout est disséqué, image par image. On ne va pas tout changer 2 jours avant la course. Donc on regarde un peu
comment ça va et puis essayer de régler 2-3 petits trucs. À la recherche du détail qui fera la différence, les slalomeurs français semblent sûrs de leur coup. Tant mieux, car un an après la moisson de médailles aux Jeux de Salt Lake, un 0 pointé à Saint-Moritz pourrait casser l'ambiance. C'est ce matin en l'église de la Madeleine à Paris que se déroulaient les obsèques de Daniel Toscan du Plantier, victime d'une crise cardiaque à l'âge de 61 ans à Berlin il y a quelques jours. De nombreuses personnalités, notamment du monde du cinéma, sont venues lui rendre un dernier hommage. Abdel Mostefa, Nathalie Picard. Des marches, des paparazzis et des badauds à l'affût, comme un air de cinéma. Quand on assiste aux obsèques de Daniel Toscan du Plantier, forcément, sous le soleil, on s'attend à voir défiler quelques figures du cinéma français. Le monde du 7e art, de la culture et des médias, réunis à contre-cœur autour de la famille du producteur. Un producteur qui, de la vie de tous, laisse un énorme vide. Le cinéma français a perdu quelqu'un qui était un formidable ambassadeur du cinéma français, qui s'est dépensé dans les dernières années absolument sans compter, tout le temps, pour que le cinéma français soit reconnu, pour que l'exception culturelle soit reconnue dans le monde entier. C'est une grande perte pour ses amis, pour sa famille et pour le cinéma, non seulement français mais européen, je pense. Dans l'église, Depardieu, Bernard-Henri Lévy ou Patrice Chéreau se sont succédés devant l'autel pour évoquer la vie de ce passionné de cinéma et d'opéra. J'ai perdu vraiment un très très grand ami. Et vous avez chanté pour lui? Bien sûr. Un mois après Piala, le 7e art à nouveau en deuil. Mais il faudra encaisser et trouver un successeur à la tête de l'association Unifrance pour promouvoir les films français. Rôle difficile à tenir tant il incarnait le cinéma hexagonal à l'étranger. Le Festival international du film de Berlin, précisément, avec récompensé par l'Ours d'Or, le film britannique In This World de Michael Winterbottom. L'Ours d'Argent revient à Patrice Chéreau, déjà récompensé il y a 2 ans de l'Ours d'Or. Il reçoit cette distinction du meilleur réalisateur pour son frère, un film sur l'angoisse devant la maladie et la douleur. Tout de suite après ce journal sur France 2, votre rendez-vous avec les 18e victoires de la musique. Cette année, 12 récompenses sont attribuées par les professionnels, une par le public. Les dernières répétitions avec Axel Red et Renaud. Reportage Olivier Lenuza, Christian Gallet. 17h, ultime répétition au Zénith. Au piano, Axel Red, nommé dans la catégorie artiste-interprète féminin de l'année. Je pense qu'on aurait pu l'éviter si j'avais pas eu les yeux fermés. La page quand tu prends dans tes bras que tu me confies, je resterai ton style de fille. Je me fâche quand je pense que l'enfant qu'on a eu à deux nous verra jamais heureux. La salle est encore vide, mais déjà au premier rang, Dr Renaud est là. 2 ans après une soirée mémorable 2001, un trophée d'honneur est remis à Mr Renard. J'avais pas le sentiment de l'avoir gagné par un vote du public ou des professionnels, mais par décision arbitraire de m'honorer pour l'ensemble de ma carrière, comme si j'étais mort ou mourant. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant la main tes petits doigts. C'est vrai que j'étais au fond du trou à cette époque-là, mais tel un phénix qui renaît de ses cendres, me revoilà avec un nouvel album. Un album intitulé Boucan d'enfer, succès du tonnerre, 1 800 000 exemplaires vendus. Suivent 3 nominations, meilleur artiste, meilleur album, sans oublier la chanson de l'année, Manhattan Kaboul en duo avec Axel Red. Deux étrangers au bout du monde, si différents. 2 inconnus, 2 amis nommés pourtant. Une dérivée sans elle, La violence éternelle. Et nous retrouvons en direct du Zénith les 2 maîtres de cérémonie, Jean-Luc Delarue et Michel Drucker. Alors évidemment, la compétition s'annonce serrée. Très serré. L'ambiance est déjà, elle est là. Hein. Et elle puis est là, vous venez de voir Renaud. Eh bien Renaud se prépare, Béatrice, Linda Lemay se prépare, tous ceux qui sont en compétition se préparent et nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour une grande année, un grand cru des victoires de la musique avec toutes les grandes pointures qui sont là. Johnny Hallyday, Renaud, on l'a cité. Et puis Patrick Bruel. Rita Mitsuko et bien d'autres. Alain Bachung avec l'année des grands retours. Et puis, Carla Bruni également qui est là, Carla qui Bruni, nous a beaucoup ému. Beaucoup d'amour et de tendresse. Carla, si tu nous entends, Carla. C'est vrai que Béatrice, c'est vrai que c'est une année, il a raison Jean-Luc, hein, c'est le retour des chansons à texte et puis les comebacks de ceux qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. Christophe, Renaud, Indochine.
Absolument. Bien, Voilà. vous nous mettez l'eau à la Nous sommes bouche. prêts, ma chère Bête. Et bien sûr. Vous voulez qu'on vous chante quelque chose? Alors volontiers, tout de suite. Non, on va pas vous faire ça parce que On est dans une salle qui n'est pas les respecte mieux la placés. musique, voilà. En tout cas, il y a des symboles ici. Hein. Renaud, il a commencé sa carrière ici et c'est la salle de sa résurrection. Voilà. On se retourne très À tout de suite rapidement sur France 2. après ce journal. Ainsi se termine cette édition. Dans un instant, donc, la météo Isabelle Martinet, puis les victoires de la musique. 0h30, le dernier journal présenté par Jean-Claude Renaud. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sellac recevra l'ancien footballeur international Basile Boli. Quant à moi, je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.